Bonjour à tous, on va attendre que ça se connecte un petit peu. Moi je vais essayer de me connecter sur mon autre téléphone pour pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Si vous pouvez me laisser quelques minutes. Merci. Alors, a priori, j'ai l'air d'avoir ce qu'il faut. Ce que j'aimerais savoir, c'est si vous m'entendez bien. Alors, ça a l'air d'être nickel. Bon bah déjà bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau live sur la continuité du premier. Donc le premier live, hein, je vous avais fait un petit topo sur la préparation et la méthodologie avant un enduro avec quelques astuces. J'ai décidé de le faire en deux parties, donc là je voudrais vous donner quelques astuces, quelques conseils que moi je mets en place au niveau voilà, de la mise en place de votre matériel en condition enduro et de certaines petites stratégies qui pourraient vous faire gagner énormément de temps. Le but du gain de temps, c'est forcément de gagner du temps de pêche. Plus les cannes seront à l'eau, plus forcément vous aurez de chances de faire du poisson. Ça, c'est dans les enduros, en plus particulièrement, c'est vraiment la notion du temps qui est très importante. Puisque forcément, il y a un coup de sifflet pour le démarrage et un coup de sifflet pour la fin de l'enduro. Je devais vous faire ça normalement dans mon jardin. J'avais décidé de faire une petite installation vraiment pour que vous puissiez voir ça en temps réel. Je me serais aidé d'une petite perche à selfie ou de quelque chose comme ça pour vraiment vous montrer, pour que ça soit beaucoup plus réaliste. Le souci c'est que ben il fait énormément de vent dans le 62 et j'avais peur que au niveau du live il devienne complètement incompréhensible. Donc bah vous en doutez, là actuellement je me trouve dans mon sous-sol. Donc j'ai décidé de m'installer au niveau du matériel, comme ça moi si des fois vous auriez des questions ou des choses dessus, ben je pourrais vite fait l'attraper et puis peut-être vous rendre service durant ce live, vraiment en toute fin, hein, puisque là c'est pas forcément le thème. Donc comment nous on s'installe? Donc la plupart du temps en enduro je pêche avec Christian. Ça va m'arriver aussi de pêcher avec Jordan que vous connaissez déjà, hein, que vous avez pu apercevoir. Euh, le but c'est déjà de se faire un espace de vie. Donc en installation générale, avec mon frère, hein, dans la mesure du possible, on essaiera toujours de s'installer assez loin de la berge. Pourquoi? Parce que la mise en place souvent doit être assez rapide. Donc souvent tirage au sort à 9h, début de pêche à 10h, voire 11h grand maximum. On fait énormément de bruit, on sort énormément de choses de la voiture et en fait sans forcément s'en rendre compte, le poisson qui peut être proche de nous peut se retrouver bah, complètement sur le poste d'à côté. Et bah, tout simplement vous pourriez louper une pêche juste parce que au départ vous avez mis des coups de masse pour pouvoir planter vos vrilles de bivy et puis bah voilà quoi. Donc en installation générale, on préférera toujours s'installer un peu plus loin. De préférence, un voire deux grands bivy assez spacieux. Le Starbait, hein, le QG Deluxe est totalement intéressant pour ça parce que je fais 1m86 et ça me permet de pouvoir rentrer et sortir du bivy sans devoir baisser la tête. Ça c'est hyper intéressant. Donc avec Christian, on préférera forcément utiliser un bivy pour le couchage. Donc on y installe nos béchères plus particulièrement. Très peu de matériel. C'est souvent le bivy qui nous sert à manger aussi de temps en temps. Et après le deuxième bivy pourra servir dans la deuxième partie de la réinstallation. Où souvent on y installe une table, donc soit pour manger, selon la place qu'on a, si on sait mettre les deux, bah on met les deux.
Donc soit pour manger, soit pour refaire vos montages, etc. Pour dire d'avoir un espace de vie beaucoup plus important que si, admettons, vous auriez pris un Broly. Chose que, honnêtement, je déconseille en enduro. Vous vous retrouvez dans un espace assez petit, des difficultés pour vous bouger à l'intérieur, donc pour la sortie, etc. La plupart du temps, pour avoir l'expérience, quand vous démarrez, vous faites tomber quelque chose. Puis il suffit que ça soit un pot de NFS ou quoi que ce soit, je vous raconte pas le carnage pendant les jours à venir. Donc plutôt deux grands bivis. Le but de cette créer deux espaces comme ça bien distincts, il est surtout aussi au niveau du rangement. Donc vous allez faire votre installation. C'est un point que j'avais déjà abordé. Quand vous mettez quelque chose comme ça, il faut toujours que les affaires soient rangées. Le but étant de ne pas chercher après ses affaires pour justement gagner du temps. Gagner du temps sur le ramassage, gagner du temps sur la préparation de votre repas parce que je vais dire, bon, personnellement, c'est très rare qu'on fasse un barbecue en enduro. Je pense que vous vous reconnaîtrez là-dedans. On est plus habitué à prendre la boîte de cassoulet ou on aime bien aussi avec Christian faire steak pot. Ça va très vite à faire. Et derrière, si vous n'avez pas sorti votre réchaud, vous n'avez pas sorti vos gamelles qu'il faut chercher après tout, et c'est du temps que vous passez pas à regarder ce qui se passe au bord de l'eau. Et vous pourriez louper des choses. Donc vraiment, cette notion de rangement est particulièrement importante. Derrière, je l'ai dit en même temps, hein, la cuisine vraiment, un coin vraiment dédié à la cuisine, où vous savez que vous faites à manger. Si vous commencez si vous commencez à mélanger les pots de pop-up avec vos boîtes de conserve, honnêtement, vous allez vous énerver tout seul. La journée, on s'en rend pas forcément compte. Par contre, la nuit, ça peut vraiment devenir un gros problème puisque en fait, on est beaucoup plus lent. Vous pourrez faire l'expérience de voir le temps, juste en chronométrant, le temps que vous pouvez mettre à réécher une bouillette. La journée, ça va très très vite. La nuit, vous pouvez rajouter 5 à 10 secondes de plus. Multipliez ça par 40 fois, vous avez déjà perdu, je sais pas, je vais exagérer comme ça, je dirais quasiment un quart d'heure, quoi. Une chose importante, hein, le no-kill. Donc forcément en enduro, comme partout ailleurs, hein, on pêche avec des épuisettes, un tapis de réception, des sacs de conservation. Moi j'opte forcément par les sacs de conservation flottants. Il y a quand même beaucoup moins de risques que le poisson s'abîme à l'intérieur. Et aussi, admettons qu'une ficelle mal accrochée ou derrière un roc qui viendrait tout simplement les couper, au moins le matin, quand vous voyez un sac qui est peut-être à 100 mètres du bord, mais au moins la carpe est toujours dedans et vous êtes tout à fait capable de pouvoir rattraper le sac. Personnellement, ça m'est jamais arrivé de perdre un sac, mais avec Christian, on a eu l'expérience où il a fait un départ tout simplement et en fait, c'était un sac de conservation tout simplement que Christian a accroché. La carpe était tout à fait en vie, donc on a pu la relâcher, mais par contre, pas trop content d'avoir pu découvrir ce genre de choses, quoi. Donc forcément, les sacs flottants, pour moi, c'est une obligation. Derrière le tapis de réception, je préfère la bassine pour moi. De toute façon, maintenant en enduro, c'est quasiment une obligation. Ou alors, par moment, ils autoriseraient encore le sac de conservation, le tapis de réception en bateau. Mais je trouve que la bassine est beaucoup plus sécurisant pour le poisson. À l'intérieur, on aime bien y mettre avec Christian plusieurs sacs de conservation. Comme ça, moi, on fait un poisson. La personne, Christian ou moi, qui a fait le poisson, rejette sa canne. Moi, derrière, je mets le poisson en sac, je mets tout en sécurité. Christian n'a plus qu'à penser qu'à relancer ses cannes. Et moi, à la sécurité du poisson. Les deux choses, l'une dans l'autre, font aussi un gain de temps phénoménal, puisque le fait que Christian puisse déjà retravailler sur sa canne, c'est le temps qu'il passe pas à s'occuper du poisson. Comme je disais la première fois, votre collègue au niveau des enduros n'est pas là que pour couper le saucisson. Au niveau, donc toujours des épuisettes, moi on la présente plus, hein, Jordan l'a fait lors du premier live, si je me trompe pas, j'ai opté pour l'extenda Landinette. Pourquoi? Parce que vous savez pas forcément où vous pouvez tomber. On peut des moments avoir une petite rallonge sur l'épuisette, ça peut être un bien parce que vous pouvez vous retrouver sur une berge vachement haute. Ou à l'inverse, une berge avec des encombrements devant vous.
et ça peut permettre d'aller chercher le poisson plus loin. La deuxième chose, c'est j'en ai une deuxième. Ça, on ne vous l'a pas encore vraiment présenté, mais je vais vous la montrer tout de suite. Il y a beaucoup de monde qui posait des questions là-dessus lors du dernier live, donc elle est assez grande. C'est la nouvelle épuisette, la Longdinette classique de chez Starbait. Donc quelques brèves lignes, voilà. Donc c'est un, comment je pourrais vous dire, c'est un filet en fait qui est en nylon mais recouvert de silicone. L'avantage pour les enduros, bah, c'est quand vous mettez ça à l'eau, il y a beaucoup moins de portance, c'est-à-dire que vous pouvez choper le poisson beaucoup plus rapidement. Il y a un système tout simplement de cliquer qui va très très vite et derrière le manche qui est rétractable. C'est honnêtement avec Christian depuis le temps qu'on utilise des épuisettes rondes comme ça, style carpodrome, hein, les épuisettes des pêcheurs à la longue canne, on a beaucoup moins de décroches parce que on tombe souvent sur des plans d'eau à rentabilité. Les poissons sont assez petits et ça peut devenir une galère de réussir à les mettre à l'épuisette alors que là le poisson passe devant vous. Et ben, vous avez plus qu'à le cueillir et le mettre dans le tapis de conservation. Ces épuisettes-là sont tout à fait aux normes pour pouvoir les utiliser en enduro sans aucun problème. Donc voilà au niveau du no-kill. Derrière, ben, je vais juste regarder si vous avez des questions avant de passer plutôt à la partie des cannes et de l'amorce. Je vois que Christian, il fait des choses aussi en même temps. Salut les amis, bonjour à tous. Hein. Ouais, Nolan, effectivement. Moi, pareil, comme tu peux voir derrière moi, en fait, j'ai décidé de prendre différents sacs au niveau de Starbait par rapport au rangement. Et derrière, en fait, je sais que tel sac va dans le bivy. Tel sac, c'est pour les appâts. Tel sac, c'est pour mes vêtements. Au moins, bah, là-dedans aussi, c'est pareil. Hein, c'est vraiment le rangement. Si vous ouvrez un sac et que tout est mélangé à l'intérieur, honnêtement, ça va vous saouler et derrière, ça peut se ressentir sur votre pêche. La chose essentielle, hein, toujours pour gagner du temps, c'est les cannes. Moi, je me suis fait fabriquer un petit support de canne que je vais vous présenter rapidement. Donc c'est un peu à la mode Armageddon. Hein. En fait, c'est un support de canne que un ami qui fait de la métallurgie, je sais pas comment on dit, hein, travaille l'acier tout simplement. L'inox, pardon, parce que c'est de l'inox, m'a construit. En fait, je viens juste fixer ce support-là à côté de mon rod-pod, le plus près possible, sans forcément qu'il me gêne pour le spod ou pour la relance des cannes. Donc ça me permet d'y mettre 5 cannes. Pourquoi? Alors j'y mets mes 2 cannes déjà clippées, forcément, mes 2 cannes à spombe déjà clippées, et le troisième, c'est tout simplement, enfin le cinquième, c'est tout simplement pour la canne avec laquelle je fais un poisson. Au moins la canne n'est pas par terre en pleine nuit. Je dirais pas que ça arrive à tout le monde, mais ça arrive à beaucoup de gens. Vous marchez sur un anneau, bah, la canne, vous pouvez la ranger dans le fourreau, hein, votre enduro, et vous avez déjà une épine dans le pied. Donc le cinquième trou, en fait, me sert tout simplement à reposer la canne en l'air pour dire qu'il n'y ait pas de souci. Là, je suis en train de le rénover, en fait. C'est forcément de l'inox, ça a été tronçonné. Donc autour, je viens juste y mettre un joint pour que quand la canne est droite, avec le vent, elle a tendance un peu à tourner avec le poids des moulinets. Donc si le vent tourne à droite, bah, le moulinet ira dans le sens du vent. Et en fait, ça pourrait un peu abîmer votre duplon ou votre liège. Et bah, c'est justement ce que je veux éviter. Donc là, là il est terminé, il est déjà utilisable dans ce principe-là. Mais je préfère vraiment sur chaque rond les sécuriser. Parce que forcément, le matériel de pêche coûte cher. Et bah, j'ai pas envie d'abîmer mes cannes pour des petites bricoles négligées. Donc c'est un support hein, assez classique, pas lourd, hein, c'est de l'inox, ça pèse un peu, mais vu les pieux d'ancrage, il n'y a aucun souci pour pouvoir mettre ça au sol. C'est sûr que si je me trouve sur une berge en béton, ça devient beaucoup plus compliqué. À ce moment-là, bah, je fais comme tout le monde, hein, j'utilise les scratchs qui se trouvent tout simplement sur les bivis. Mais j'aime moins parce que je trouve que ça c'est bien pour du temporaire. Par contre, toujours les remettre,
j'ai pas confiance. Ça ne regarde que moi, mais je préfère avoir quelque chose de stable que quelque chose de malléable. Donc les cannes à proximité. Pour gagner du temps, moi, une canne qui est prête à pêcher a son amorce. À partir du moment où la canne pêche, je refais toujours un petit peu. En fonction de ce que j'utilise, je vais garder ça mouillé. Ou alors je vais le redipper pour éviter voilà, d'avoir de l'amorce qui pourrait sécher. Parce qu'on ne fait pas forcément du poisson tous les 5 minutes en enduro. Donc j'ai toujours quelque chose de prêt. J'utilise tout simplement le nouveau support de seau hein, avec les deux seaux. Il est fourni avec une pelle, on ferme les seaux. Mes amorçages sont dedans. J'essaye par contre, soit je le fixe et je prends les seaux, je les mets à l'ombre. Parce que si on est en période d'été en enduro, laisser les seaux en plein soleil, ça détériore très vite vos appâts qui sont à l'intérieur. Et forcément, c'est pas forcément bon pour votre pêche. Donc le support de seau fixé devant moi, pareil, à proximité de mes cannes, pour pas avoir à le trinque-baller à chaque fois, fixé au sol. Donc je plante les pics tout simplement, je mets ça de niveau. Parce que sinon, vous risqueriez d'avoir un petit souci, forcément. Avec les poids du seau, à un moment, il y aurait peut-être un déséquilibre qui pourrait se créer. Et puis faire tomber tout simplement votre amorce à l'eau. Et amorcer pour les canards, c'est pas forcément utile. Donc ce support de saut très important, ça vous évite aussi de devoir à chaque fois vous abaisser, parce que je vois souvent des gens qui se pompent avec le saut par terre. Ça vous fatiguera moins de une, puisque vous serez debout. De deux, si votre collègue a déjà fini, rien ne l'empêche de lui-même remplir vos spombes, donc de préparer tout simplement le spombe quand il revient et de le rebalancer. D'où justement moi la préparation de deux cannes à spombe cliquées, c'est-à-dire que quand j'ai fini un amorçage, j'ai pas besoin d'aller recompter mes tours sur mes distances stick. Tout simplement, je prends la canne et j'envoie. Pour les reconnaître, c'est simple, j'ai tout simplement mis deux tresses fluo de couleurs différentes. Pareil, c'est un gain de temps. Ça évite d'avoir besoin de chercher. La tresse fluo orange, c'est pour la canne 1. La tresse fluo jaune, c'est pour la canne 2. À partir du moment où je vais toujours dans le même sens, je peux pas les mélanger et je suis sûr de pouvoir toujours amorcer à distance. Donc pour continuer, hein, bien sûr les cannes qui sont préparées à l'avance, j'en avais parlé lors du premier live, il faut tout simplement les clipper et les repréparer. Vous pouvez chez une pop-up ou ce que vous voulez en fonction de ce que vous pêchez. Sauf la graine, je dirais, à éviter, puisque si vous pêchez au maïs doux ou à la tiger, forcément sur l'hameçon elle pourrait sécher et avoir un appât qui est moins attractif que l'amorçage que vous envoyez. C'est pas forcément gagner votre pêche, hein. Donc pour l'amorce, vraiment à proximité, des préparations plutôt à l'avance, pour résumer, hein, pour pas vraiment refaire à chaque fois. Sinon, vous pourriez tout simplement encore perdre du temps et reperdre du temps de pêche. Voilà, donc derrière ouais, les spawns clippés, les cannes, je pense avoir à peu près fait le tour de la question. Je vais juste me permettre de reprendre le téléphone pour voir si je peux répondre à certaines choses. Je vais essayer de remonter, il y en a eu pas mal. Non, Monique, j'évite de préparer les amorçages chez moi. Je prépare quelques sticks. Je cuis mes graines à l'avance, forcément. Mais pour l'amorçage, j'évite tout simplement parce que je me dis que la fraîcheur pourrait justement jouer. C'est sûr que d'embarquer un saut de baby corn et de le balancer tout de suite, il n'y a pas de préparation. Mais si derrière vous avez envie de doser un petit peu les pelés, de doser tout ce qu'il y a pas, etc. À part les bouillettes que j'aime bien enrober, sinon non, je ne prépare rien à l'avance sauf quelques sticks pour pouvoir démarrer la pêche comme je l'avais énuméré lors du premier live. Alors pour la remise en pêche la nuit, c'est simple. Le but du jeu est de faire des repères. Je fais des repères visuels, que ça soit au sol pour me donner une direction. Je donne une astuce que mon ami Jordan fait, mais que moi je procède autrement. Lui, carrément, a une bombe de peinture. C'est une bombe de peinture au sol, et en fait, il se fait tout simplement des flèches ou des traits pour pouvoir avoir un placement. Le repère visuel doit se prendre la journée. Vous avez les arbres devant vous. N'hésitez pas à prendre une petite photo de votre poste de jour. Au moins, la nuit, vous verrez tous les ombres des arbres et vous saurez exactement si vous pêchez à ras des branches, rien qu'en ayant votre photo de jour
et la vue de nuit, bah, qui est forcément là actuellement, la nuit qui est en train de se passer, vous aurez beaucoup plus de facilité pour rester l'amorçage. Jordan procède avec une bombe. Moi, j'ai plutôt tendance à poser un caillou dans les directions ou un bout de bois, tout simplement, que je trouve par terre et de mettre un pic pour moi me donner une direction droite-gauche. Ou alors tout simplement hein, la station d'amorçage qui est placée dans un sens. Au moins je sais que bah, si je colle mon pied plutôt sur le pic de droite, bah, je mets sur la canne de droite et de l'autre côté vice versa pour l'autre canne. Ouais, gars, bah, franchement, honnête, sur le support de canne, là, j'ai cherché des solutions, reprendre un road pod sur le côté. J'ai vu qu'ils faisaient des très beaux trépieds de mer. Le souci, c'est que le trépied de mer, bah, soit c'est pas très stable, ou alors celui qui coûte un peu plus cher, et c'est que des deux cannes. Donc c'est pas forcément intéressant. Et au niveau budget, ça m'a coûté beaucoup moins cher de faire fabriquer ça que d'utiliser le support de canne que de toute façon j'aurais jamais rentabilisé. Donc je vous écoute, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Derrière, ouais, une petite astuce aussi qu'on peut faire avec Christian en enduro, c'est qu'on a la chance d'avoir deux kangous de même taille. Et ça nous, que par moment, quand on ne peut pas s'installer comme il faut, en fait, on vient coller les deux coffres de la voiture et on y incorpore juste derrière une simple bâche ou le tapis de sol d'un Nobivi, ce qui nous permet d'être coupé du vent et d'avoir une installation supplémentaire avec les coffres des voitures et puis nos level share. Ouais, Gabin, bah, c'est ce que je compte faire. Je suis en train de faire des essais là. Il y avait l'idée du scotch d'électricien. J'ai vu l'idée du Chatterton. J'ai vu l'idée du caoutchouc. Et après, je pense que moi, je vais opter pour la gaine thermo pour les grosses sections de câble, vu que je suis électricien. À mon avis, comment dire, chauffer 5 morceaux de gaine thermo. Je pense que en les chauffant intérieur-extérieur, en les rentrant d'un côté et de l'autre, à mon avis, ça devrait être pas trop mal. Je ferai un essai, hein, je le mettrai sur la page. Alors, un peu hors sujet, peux-tu aborder la gestion de temps de repos des pêcheurs en enduro? Alors, il y a deux écoles. Il y a la première école, les Warriors, qui tournent à la Red Bull et au café et qui dorment quasiment pas. Moi, personnellement, j'ai la chance de travailler. Donc, quand je pars en enduro, la plupart du temps, bah, je regarde des déplacement et je pars tout de suite derrière. Le temps de sommeil, en fait, on le fait en fonction des temps calmes sur la pêche. C'est-à-dire que soit la plupart du temps, soit Christian va se reposer un peu, moi je reste dans les parages pour les cannes. Soit moi je me couche et puis Christian regarde aussi les cannes. Et la nuit, on a tendance plutôt, en fonction des départs, à aller se coucher hyper tôt. C'est-à-dire que bah on fait la veillée dès que le soleil est couché et qu'il commence à faire noir, on a tendance à aller se coucher assez rapidement. Plus on passe de temps de sommeil, mais en mettant quand même un petit réveil, hein, parce que il y a quand même les cannes à rejeter dans la nuit, etc. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire absolument. Si vous voulez vous placer dans un enduro sur les marches du podium, si vous laissez les cannes pêcher toute la nuit sans les toucher, il y a quelque chose de dangereux qui se passe. Si pendant 3 ou 4 heures, vous n'avez pas eu un départ de la nuit, moi, sans hésitation, je relève les cannes et je les contrôle. Il peut y avoir un nœud, ça peut arriver au lancer, il peut y avoir une branche, il peut y avoir n'importe quoi. Et derrière, en fait, bah, votre canne ne pêche pas. Si elle pêche pas, bah, il n'y a pas de poisson. S'il n'y a pas de poisson, bah, vous pouvez oublier la gagne. Donc ouais, souvent on fait ça avec Christian, c'est plutôt des heures de sommeil. Par contre, on s'est fait déjà avoir une fois, avoir été se coucher et pas avoir mis de réveil. Et franchement, quand on se réveille le lendemain matin et que bah on a un ou deux sacs à l'eau, mais qu'on a fait en début de soirée, hein, et qu'il est 4 heures au matin et qu'on n'a rien refait d'autre, je peux vous dire que quand on joue la gagne, on n'est pas bien. Alors Michael, le type d'amorçage c'est assez varié. Je te conseillerais comme j'avais dit dans le premier live, c'est de rester sur tes valeurs sûres.
Les valeurs sûres, c'est-à-dire tu as l'habitude de pêcher avec un produit, il fait du poisson, et ben tu pêches avec ce produit-là. La graine, à ne jamais oublier, la Tiger Nuts, quand on a le droit de l'utiliser, le maïs doux, Christian a présenté les graines il y a une semaine ou deux sur un live. Ça c'est pour moi une obligation, on ne peut pas partir à un enduro sans graines. Surtout si vous êtes sur, comme la FCD, si vous êtes sur des étangs sectorisés, vous savez pas sur quel étang vous allez tomber, vous les avez étudiés, il y a plusieurs possibilités. Vraiment rester sur des valeurs sûres. Après, plusieurs diamètres de billes. Je tombe sur un étang qui fait 2 hectares, la pêche se fait à 50 mètres. Si là-dedans la moyenne des poissons elle est de 3 kilos, je vais pas baigner de la bouillette de 20, hein. Je vais mettre sur une pêche de rentabilité, je vais descendre en 14 voire en 10 millimètres. Et puis bah, je vais envoyer un petit peu ou beaucoup en fonction de comment le poisson rentre. C'est assez compliqué de pouvoir répondre à ta question, c'est tellement varié. Mais vraiment la base déjà reste sur tes principes. Je sais pas, moi j'ai la NFS, j'ai l'habitude avec la NFS. En enduro, je vais pas partir avec la Coconut. Je l'aurai peut-être dans le sac, mais c'est pas la bouillette la première que je vais utiliser. C'est certain que la NFS sera posée sur une de mes cannes. De toute façon, je suis un livre ouvert, il n'y a aucun mystère sur ce que je fais en enduro. Les trois quarts des compétiteurs qui me connaissent savent comment je pêche. Après, c'est une méthodologie, une rentabilité, c'est tout. Ouais, Gaba, c'est pareil. Bah, tu vois, toi, tu dis tous les 3 heures. Moi, je vais te répondre que pour moi, c'est assez aléatoire. Puisque si tu es sur une pêche de rentabilité où il y a 10 poissons au mètre carré dans le plan d'eau, pour moi, relancer au bout de 3 heures, tu as perdu 3 heures de pêche. On va être honnête, si l'étang est blindé, moi, personnellement, si au bout de 40 minutes, j'ai rien refait, je me pose des questions. Souvent, sur ces plans d'eau, je prends des plans d'eau, hein, comme on a la Chapelle en Serval, on a des plans d'eau, on a Ciry-Salson, qui sont des plans d'eau à forte densité de poissons. Sur ces plans d'eau-là, il n'y a pas de mystère, hein, quand c'est du poisson, enfin quand c'est du petit poisson, il est pas méfiant, hein, il va se sauver, il va revenir aussi vite. Au nous tétang aussi, j'y pense, la stratégie avec Christian à la manche de championnat l'année dernière FCD, c'était ça, hein, des relances régulières. Par contre, c'est sûr que si on est sur un étang plutôt typé avec une moyenne de poissons normale, on va dire que, je sais pas, l'étang fait pareil, je vais rester sur 2 hectares, mais avec un cheptel de 200 têtes, là forcément, je vais plutôt opter sur ta logique à toi et relancer mes cannes un peu moins souvent pour permettre aux poissons de s'installer sur l'amorçage plutôt convenablement et là de pouvoir forcément bah, sortir du poisson. Bien sûr, Gabin, pareil. Je l'avais dit lors du premier live aussi, ce qu'ils font les voisins, c'est intéressant. Après, toujours avec une méfiance, parce que si toi tu connais pas le plan d'eau, il n'est pas forcément dit que les voisins, eux, le connaissent bien aussi. Donc, toujours garder aussi en tête tes principes. Ça, c'est hyper important, puisque derrière, tu pourrais vraiment louper une pêche. Tu sais, l'exemple, on le dit toujours, hein, la maladie de la berge d'en face. En enduro, on le voit hyper régulièrement. Il y a énormément de pêcheurs qui ont la maladie des limites. Ils ont un carré de 1 hectare à pêcher, et ben ils vont mettre les cannes dans les 4 coins de leur carré et puis aller pêcher à ras des adversaires. C'est pas forcément la logique, puisque à chaque fois que tu vas faire un poisson, et ben tu vas peut-être les envoyer chez le voisin. Alors que peut-être justement tu recentrerais plutôt tes cannes sur ton ring, et ça te permettrait peut-être de toi conserver le poisson et de chatter tes voisins. Alors je vois qu'a priori tu réponds à une Céline, mais je ne vois rien. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions sur les principes comme ça de gain de temps et de mise en place? Je vois qu'a priori il n'y a plus rien. Donc je vais vous faire un petit rappel des nouveautés qui va se passer. Donc bien sûr, il y a certaines personnes de la FCD, hein, de l'équipe, qui ont eu la chance de pouvoir se déconfiner et aller à la pêche. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde en ce moment, beaucoup de plans d'eau communal fermés, des arrêtés au niveau des plans d'eau publics. Seule la pêche au canal est autorisée, mais c'est pas forcément du goût de tout le monde.
Donc moi j'ai eu la chance de partir en session. Là c'est pour ça que là je vous ai fait le petit live. En fait tout est en train de sécher. Je suis rentré tout à l'heure spécialement pour être avec vous puisque j'avais fait un essai de live hier sur place mais c'était une catastrophe. Donc on n'a pas pu se donner rendez-vous. Donc là ce qui va se passer à la FCD prochainement sur la page, hein, il y aura un live en triplette. Donc vous me retrouverez avec Christian et Jordan le mercredi 20 mai à 18h30. On est en train de travailler sur, a priori, 3 thématiques, avec un question-réponse et puis un mot de la fin vis-à-vis de Jordan. Le but du jeu il sera vraiment de vous mettre à contribution sur les commentaires, ce qui permettra d'animer vachement le live et pouvoir vraiment rentrer dans la discussion avec vous. Derrière, on a décidé de faire les articles, de les appeler enfin retour de session. Donc là par contre ça sera des articles, vous me retrouverez, j'ai un petit article là sur la pêche que j'ai pu pratiquer récemment. Normalement cette semaine si je me trompe pas, et Clément aussi qui a préparé un petit truc aussi en article cette semaine. Hop, je vois que mon téléphone vibre, moi je suis à la pêche en ce moment, bah nickel, Mike je te souhaite bonne chance. Ce que je veux dire c'est que si tous les postes amorcent comme des fous, je vais peut-être pas en faire autant. Tout dépend, il y a plein de facteurs. Ouais, carrément. Carrément, il y a énormément de facteurs. De toute façon, la base déjà de l'enduro, c'est tout simplement déjà de mettre en place votre pêche à vous. Après, faire du copiage, ça peut être intéressant. Si vous voyez que vous ne faites pas une touche et que les voisins commencent à cartonner, là, il faut se poser des questions, hein. Surtout si vous êtes gauche et de droite pour du poisson et que vous en faites pas. Donc je continue, excusez-moi, hein. Donc l'enduro caritative est malheureusement complet, on le répète à chaque fois. Il y a une petite liste d'attente, mais à mon avis, je pense que vraiment s'il y a un désistement, la liste d'attente est déjà complète. Les inscriptions pour la coupe sont ouvertes, donc actuellement on doit être arrivé à plus des 3 quarts des inscriptions, donc faites vite, traînez pas de trop, puisque derrière, bah après sinon, soit on aura la possibilité de, pourquoi pas, agrandir un petit peu plus en rajoutant un nouveau secteur, ou alors bah, de limiter les places par manque de postes de pêche. Les inscriptions au championnat sont complètes, vous pouvez vous mettre sur liste d'attente, il est victime de son succès, les 3 manches sont blindées. Là, je suis désolé pour les personnes qui comptaient pour l'instant s'y inscrire, à savoir qu'on les a mis sur liste d'attente. Donc il y a toujours des désistements, de toute façon c'est partout. Donc restez à l'écoute, on fonctionnera personne par personne et on vous contactera directement si il y a la possibilité de pouvoir vous inscrire au championnat. Ouais, effectivement, prendre les autres pêcheurs à contre-pied, c'est souvent une bonne stratégie, complètement. Pour ça que je vous dis vraiment que la base, c'est de pêcher avec les choses, vos valeurs sûres. Votre bouillette, c'est votre bouillette. Votre pop-up, c'est votre pop-up. Vos graines, c'est vos graines. Vous êtes certain, vous faites du poisson tout le temps avec ça. Quand vous arrivez sur le plan d'eau, il est très rarement dit que ça va être le contraire, hein. La plupart du temps, cet appât-là, vous l'avez pêché à droite, à gauche. Sur un enduro, il n'y a pas de raison que ça change, hein. Si vous êtes sûr de vous, il n'y a pas de raison que derrière le poisson n'ait pas envie de venir goûter à vos cannes. Voilà. Donc ben moi je vous remercie tous de m'avoir suivi sur la page FCD pour ce petit live. Il sera enregistré, mis sur la page, enfin notre nouvelle chaîne YouTube. Vous pourrez le revoir. N'hésitez pas à aller vous abonner. On fera en sorte de faire des petites vidéos aussi de nos sessions, de quelques présentations de produits si ça vous dit aussi. On est ouvert à tout sujet. N'hésitez pas aussi à nous proposer des choses que vous aimeriez voir. On essaie d'aborder le thème des enduros, le thème des étangs, quelques nouveautés au niveau de Starbait, notre sponsor officiel. N'hésitez pas s'il y a des choses qu'ils voudraient voir, enfin voir au niveau de l'installation, de nos méthodes d'amorçage. Euh, Passez en message privé au niveau de la page section Carpe FCD et on pourra pourquoi pas peut-être vous faire un petit montage sympathique si on en a la possibilité.
Voilà, je vous souhaite à tous et à tous une bonne soirée. Pour ceux qui travaillent, bah, bon courage à vous. Pour ceux qui sont encore confinés, bah, je vous envoie aussi la même chose. Moi, personnellement, le boulot n'est pas encore prêt de reprendre, donc on va peut-être aller un petit peu à la pêche. Bonne soirée tout le monde. Merci.